Je suis maintenant dans la région centre, au-dessus des plaines de la Beauce, le grenier à blé de l'Europe. Imaginez une plaine de 600 000 hectares vouée à la culture intensive des céréales. Quand on voit ces moissonneuses batteuses, on se rend bien compte que c'est l'énergie qui a transformé l'agriculture. Et dans le monde, tout le monde n'a pas les moyens de cette énergie. Et c'est pour ça que seulement 2% des agriculteurs de la planète travaillent avec un tracteur. Ça, c'est un paysage typiquement français. Moi qui survole beaucoup la France dans tous les sens, j'ai l'impression que la France, c'est la plus grande ferme du monde. Et c'est normal puisque 50% du territoire, ce n'est que des champs. On va rejoindre Lydia et Claude Bourguignon. Moi, je les appelle les docteurs de la terre. Ce sont de microbiologistes du sol. Et ce qu'ils disent ne plaît pas à tout le monde. Docteur de la terre, ça veut dire que les terres sont malades. Vous dites fatiguées. Oui, on dit fatigué. En agriculture, on utilise le terme fatigue des sols. Et les sols, il commence à y avoir beaucoup de sols fatigués en Europe. C'est des sols qui ont des chutes de rendement malgré tous les apports d'engrais et de pesticides qu'on fait. Et nous, quand on fait des études, on se rend compte avec Lydia que c'est toujours des sols qui ont perdu leur faune et qui sont en train de mourir sur le plan biologique. Un ver de terre, il vous remonte son poids de terre tous les jours en surface. Et tous les jours, il vous remonte de la potasse, du phosphore. Et bon sol, c'est 2 tonnes de vers de terre à l'hectare. Les sols sont morts. Quelque part, c'est terrifiant, mais quelque part, il n'y a plus de vie. On met beaucoup plus de fertilisants et d'engrais qu'avant, et les rendements n'augmentent pas. C'est l'homme qui est responsable. C'est l'homme qui est responsable. Parce que l'homme a considéré que le sol était un... On a simplifié l'agriculture. On dit que le sol, c'était un support inerte, alors que c'est le milieu le plus riche sur le plan biologique. Et cette simplification a entraîné une agriculture qui met des engrais chimiques, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'engrais chimiques pour nourrir des plantes. Ces engrais chimiques rendent les plantes malades. Donc, du coup, on met des pesticides qui tuent la vie des sols et on rentre dans un cercle vicieux. Vous voyez, là, regardez ce sol. Ça, c'est le sol de surface. Il a perdu complètement sa faune. Il y a de la mousse qui vient. Alors que dessous, en fait, il a été moins touché. Et vous voyez, regardez la structure qu'il a. Alors qu'au-dessus, il est complètement compacté. Parce qu'elle était compactée par tous les tracteurs qui passent et qui repassent. Voilà. Et la mousse, c'est une plante qui pousse sur les cailloux. Donc ça veut dire que ce sol est en train de devenir un caillou. Alors que normalement... C'est pas pour tout de suite quand même. Hein. Pas pour tout de suite, mais ça commence, ça annonce. C'est-à-dire qu'on a déjà un début de dégradation qui s'annonce. Donc là, il est temps de tirer la sonnette d'alarme et de dire à l'agriculteur, attention, si vous ne réapportez pas de la vie dans ce sol, il va devenir une roche. Ce sol, sur lequel nous marchons tous, est un miracle. Notre planète est sans doute la seule planète à posséder une terre fertile, c'est-à-dire une terre vivante. Ces 30 premiers centimètres abritent 80% des espèces animales. Simplement les vers de terre, à eux seuls, pèsent aussi lourd que tous les autres animaux réunis. Que la vie des sols disparaisse, et bien sûr tout s'affaiblit. Est-ce que c'est vrai qu'on importe une grande partie du blé qui sert à faire le pain en France? Oui, nos blés ne sont pas d'assez bonne qualité, donc nous importons ce qu'on appelle des blés de force, qui viennent d'Argentine ou d'Amérique du Nord, pour réussir à faire un pain avec nos blés qui sont trop poussés aux engrais. Ils sont, si vous voulez, les engrais, c'est un petit peu comme l'enfant que vous nourrissez uniquement avec du sucre et du gras, il devient énorme. Ah, ça, il est beau, il est gros, mais il n'est pas en bonne santé. Comment vous voyez l'avenir? On est pessimiste, puis en même temps, on voit dans des pays comme l'Amérique du Sud démarrer ces techniques de semi-direct. Alors c'est quoi le semi-direct? Le principe du semi-direct, c'est de copier la forêt. La forêt, il y a toujours de la végétation. Et si vous voulez, la végétation, c'est comme nos cheveux sur notre crâne. Ça protège. Donc, ce qu'il faut, c'est jamais laisser les sols nus. Donc, on va tout le temps mettre des cultures. On va remonter la population de vers de terre. Le sol va à nouveau devenir filtrant. Et l'agriculteur n'aura plus besoin d'irriguer. Il va diminuer année après année ses engrais. Et il va pouvoir refaire vivre ses sols. Ça a été fait, ça, en France? Alors, en France, il y a à peu près, je dirais, il y a quoi? Il y a 10 000 hectares en France qui sont faits comme ça. 2%. Très peu, hein. Pour vous donner une idée, le dernier agriculteur qu'on a mis en semi-direct, sur 90 hectares, première année, il a économisé 7 000 € de fioul. Donc, vous savez, pour un jeune agriculteur qui s'installe, gagner 7 000 € de fioul, il est plutôt content parce qu'il a pu à labourer, à faire fumer le tracteur. Donc, petit à petit, au début, les autres rigolent, puis après, ils disent, mince, quand même, il s'en sort mieux que nous. Donc, petit à petit, vous voyez, c'est l'espoir. 30% des sols de la planète connaissent une chute de fertilité. Et pourtant, il y a 40 ans, ce sont ces engrais et ces pesticides qu'on accuse aujourd'hui qui ont sauvé le pays de la famine.
Xavier Belin était né agriculteur. À l'âge de 17 ans, la mort brutale de son père l'oblige à reprendre la ferme familiale. Il devient céréalier dans le Loiret. Donnery, la commune où il est né, le maire évoque une grande perte au moment d'acter le décès dans l'acte d'état civil. Quand on est maire, vous savez, ça coûte beaucoup de faire ces genres d'actes que je vais devoir signer, hélas. Xavier Belin est mort à l'âge de 58 ans d'une crise cardiaque. Très vite, il avait pris des responsabilités syndicales dans son département, puis au niveau national. En 2010, il devient président de la FNSEA. Ce responsable départemental s'en souvient avec émotion. Il était vraiment très proche de nous et c'était voilà, un homme d'écoute, un homme de dialogue, un homme de collaboration, enfin un grand monsieur pour la profession agricole, lui, qu'on vient de perdre. Il y a quelque temps, Xavier Belin avait visité cette ferme laitière, un élevage de brebis situé en Auvergne. Le président de la FNSEA avait passé un moment dans l'exploitation. Denis Guérin l'évoque. Il avait ce côté aussi positif de l'agriculture, et donc il faut trouver des solutions pour être là demain, il faut trouver des solutions innovantes, c'était un homme qui voyait les choses, qui voyait l'avenir. Mais Xavier Belin était aussi contesté pour ses responsabilités dans l'industrie agroalimentaire. Il présidait le groupe Avril, 6 milliards de chiffre d'affaires et plus de 7000 salariés. Au cours des toutes prochaines semaines, aucun signal n'est apporté, notamment sur nos revendications de court terme, sur les prix et sur les normes. Alors, nous pouvons promettre au pays un mois de septembre dont on n'est pas prêt d'oublier ce mois de septembre à venir. J'en prends l'engagement devant vous. Faut attendre l'été alors. Non. Mais bon Dieu, on va tous crever. Non, mais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut des solutions. Mais attends, septembre, bordel. Entendez ce que nous disons. Les gens sont au bout du Entendez ce que nous disons. Si rien ne vient dans les semaines qui viennent, alors le mois de septembre sera un mois de septembre enflammé. Ah bah enflammé, mais il faut l'enflammer maintenant. Les gens sont au bout. Il y en a marre. Les tables rondes, c'est fini. Vous savez bien. Vous savez bien qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus de nous. En septembre, il y en a même pour la moitié. Même pour la moitié. Donc septembre, là, c'est baisé. Hein. Il va falloir prendre vos responsabilités, monsieur Belin. Vous êtes aujourd'hui président de la FNSEA. Qu'est-ce que vous avez comme élevage? Est-ce que vous connaissez le milieu de l'élevage? Je suis aussi laitier. Oui, vous avez combien d'hectares de terre? Je suis aussi laitier. Vous êtes plus céréalier que éleveur. Et alors? Aujourd'hui, c'est les éleveurs qui sont la merde, pas les céréaliers. Donc à un moment donné, il va falloir défendre les élevages. Bon. Parce que c'est facile de défendre l'élevage quand on n'est pas dedans. Moi j'ai 35 ans. Attendez, on peut se parler. On peut se parler, mais moi je suis gentil, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, écoutez monsieur Belin, vous êtes président de la FNSEA. Comme vous voulez. Non, moi oui, je peux vous tutoyer. Je suis paysan aussi. Ouais, moi je suis un tout petit paysan. Donc un tout petit paysan, il a du mal à tutoyer les grands paysans comme vous. Parle plus fort, je vais pas être méchant. Simplement une chose. Écoutez. Les engagements de prix avec une montée en palier sur les millions de bovines. Il n'y a rien eu. Sur le port. Il n'y a rien eu. Ça fait quoi? On a perdu 8 millièmes. Ça fait quoi la vie? Qu'est-ce qu'on fait là tout ce soir ici? Il y en a marre. Juste une chose. Ce soir ici, on est là pour enfiler les perles. On est là pour rappeler aux opérateurs. Non, mais on n'est pas là pour remercier les députés et tout ce qu'on veut. On n'est pas là pour remercier les syndicats, les machins. C'est pas ce qui a été dit, Nicolas. C'est pas ce qui a été dit. Ce qu'on a fait depuis un moment ici, tu y as participé, on y a participé. Ouais. Tous ensemble. À bloc. Tous ensemble. Mais si on veut se diviser aujourd'hui, non, je ne parle pas de se diviser. Je parle simplement de se comprendre. Et j'en ai marre aujourd'hui qu'on parle de la politisation à 2 balles et remercier qui, quoi? Qui c'est qui nous aujourd'hui qui nous resservise? Personne. Personne. On est d'accord. Personne. On est d'accord. On parle aujourd'hui, là, tu es sur un tréteau là avec la paysanne là, qui est mon fournisseur d'aliments. Aujourd'hui, c'est qui? C'est nous qui les payons. Tout le monde. D'accord. Il n'y en a pas un qui nous rend service aujourd'hui. Tout le monde ça paye, nous on ne l'a pas. Et pourquoi on ne l'aurait pas nous? Pourquoi on est en train de crever tous les jours? On n'attendra pas septembre pour pouvoir vivre. On a besoin de notre métier, bordel. On a besoin de vivre. Simplement, je demande
demande pas de gagner des cent des mille, je demande simplement faire vivre nos familles. Voilà, faire vivre nos familles. Simplement. Putain, bordel. Est-ce que vous croyez que moi je suis là à quoi? Faire plaisir au peuple? Mais j'en ai rien à secouer. Ma femme est prête à coucher en 15. Je veux simplement vivre de mon bordel. Il a la Merde presse autour de lui. Simplement. C'est simplement ce que je demande. Quand vous comprenez ça, monsieur Belin, en tant que président de la FNSEA, que vous le mettiez haut et fort comme l'église qu'il y a derrière vous, il faudra être respectueux de l'élevage. Et quand on est respectueux d'élevage, en tant que céréalier comme vous êtes, eh ben, vous nous respectez. Ok? Regardez-moi bien dans les yeux, on peut se vous voyer ou se tutoyer. Par contre, je vous demande, à vous, monsieur, respectez l'élevage. Breton, Europe et net. Je demande que ça. On a fait des efforts, on nous a demandé des gros efforts au niveau environnemental. On nous a simplement demandé des gros efforts, nous en Bretagne. On nous a demandé des gros efforts aujourd'hui en Bretagne. Énormément. Aujourd'hui, ça peut-être bien 2000 personnes, je sais pas, peu importe. Ce que je demande, c'est simplement, voilà, de vivre de notre métier. C'est simplement, regardez-moi bien dans les yeux. Non, regardez-moi bien dans les yeux. On se tutoie, on se voit, mais c'est clair. Tu es paysan, je suis paysan. Vous donc êtes... Non. On n'a pas le même quotidien. Moi aujourd'hui... On n'a pas le même quotidien. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde qui est là, alentour de là, quand je vois les tracteurs, toutes les personnes aujourd'hui sont en désarroi. Il y en a ras-le-bol. On n'attendra pas septembre, parce que là, on n'en peut plus. Donc, agissez très vite, contactez vos copains au ministère, comme vous dites, vous avez régulièrement les ministres, tout ça. On va pas s'envoyer des choses comme ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous êtes ce que vous êtes. J'ai pas le micro parce que ça m'énerve. Non, mais par contre, moi je vous parle. Non. C'est le fort. Il est venu appeler Hermès. Il a fait le. Les indications Cette demande de considération, cette demande, le Premier ministre l'a entendue, le gouvernement l'a entendue. Pour la première fois peut-être depuis longtemps, et il aura fallu 1800 tracteurs à Paris et 5000 agriculteurs de toute profession, de tout métier, de toute région. Bref, toute l'agriculture française rassemblée ici pour obtenir cette écoute. Tout n'est pas réglé, mais votre mobilisation aujourd'hui, elle a permis de franchir un grand pas. Elle a permis d'obtenir des mesures concrètes. Prenons acte de l'engagement du Premier ministre. Je voudrais vous le dire. Je vous le dis. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je comprends aujourd'hui, et avec moi, tous les dirigeants agricoles de ce pays, qu'ils soient du niveau local au niveau national, que l'attente est grande et que bien sûr, nous ne pouvons pas obtenir la totalité de nos demandes. Mais je vous demande aujourd'hui de bien prendre en compte ce qui a été annoncé. Des gens qui ne gagnent plus rien depuis des mois et des mois, dans quel état d'esprit voulez-vous qu'ils soient? Alors, il y a 5000 agriculteurs aujourd'hui ici. 1700 tracteurs ou plus, qu'il y ait 100 ou 150 agriculteurs qui donnent de la voix. Est-ce que c'est choquant? La réponse est non. Ces sifflets, je ne les prends pas pour moi. Je les prends aussi pour partie par une inaction, notamment du ministre de l'Agriculture, qui depuis maintenant des semaines et des mois est un peu autiste à nos demandes. Bonjour Christiane Lambert. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes vice-présidente de la FNSEA. On a donc appris hier le décès brutal de Xavier Belin. À la tête de la FNSEA depuis 2010, il avait l'intention de briguer un 3e mandat en mars prochain. Vous avez donc travaillé à ses côtés depuis de longues années. J'imagine que cette nouvelle a été aussi pour vous un choc.
Un choc terrible en plein dimanche après-midi. On n'attend jamais de très bonnes nouvelles quand on est sollicité professionnellement à cette heure-là, mais là, l'annonce pour Xavier, c'est terrible. Nous l'avons vu jeudi, il allait très très bien. Nous étions en conseil d'administration toute la journée, il a présidé toute la journée, très allant, tonique, volontaire, comme à son habitude, et rien ne laissait présager ce qui est arrivé hier. Qu'avez-vous appris de lui, Christiane Lambert, et quels souvenirs avez-vous envie de garder de cet homme ? Xavier était quelqu'un de très à l'écoute, très sensible. Ça n'est pas connu. Il est présenté souvent comme un agrobusiness froid, agrobusinessman froid. La réalité, c'est que Xavier était très sensible, très à l'écoute. Il avait à cœur de travailler, d'agir, de réussir. Et il savait que beaucoup attendaient de lui. Il savait aussi que l'agriculture était malade. Et il avait envie de travailler. Il ne pensait qu'au travail. Il ne se ménageait pas. Il n'a pas pris une semaine de vacances l'été dernier. Et ça fait 3 étés qu'il travaillait sans relâche parce qu'il était appelé dans tous les départements. Il voulait toujours répondre et essayer de rassurer ceux qui allaient moins bien. Donc c'était quelqu'un de très 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 humain. Alors justement, le monde agricole connaît une crise profonde et ce depuis plusieurs années, Christiane Lambert. Comment la vivait-il et quelle analyse faisait-il des difficultés de l'agriculture française ? Xavier Belin a participé à la construction d'une filière très réussie, celle des oléoprotéagineux, avec les tourteaux, les colzas, les huiles, le diester. Il voulait appliquer à l'ensemble de l'agriculture cette organisation et Xavier voyait l'agriculture dévissée année après année. Lorsqu'il a été élu en 2010, il a dit « Mon objectif, c'est de redevenir leader ». Il voulait que la France retrouve sa place dans le concert européen. Il voulait que l'agriculture soit reconnue pour ce qu'elle est, un secteur économique de premier plan. La France a la chance d'avoir une agriculture extrêmement riche et diversifiée. Et Xavier souffrait de voir que année après année, nous perdions, nous descendions du podium, doublés par d'autres pays, parce que des décisions économiques, politiques, sociales n'étaient pas prises dans notre pays et qu'elles étaient prises ailleurs. Vous savez que tout le monde dans l'univers agricole, pardonnez-moi Christiane Lambert, ne partageait pas cette analyse. Il a été très attaqué notamment par la Confédération paysanne et que voilà, la vision de Xavier Belin qui nous intéresse et dont on a envie d'entendre parler ce matin n'était pas partagée par tout le monde. Bien sûr, mais ça fait partie du débat et il a eu l'occasion d'en débattre très souvent avec des gens qui avaient des visions différentes. Mais ce qui caractérisait Xavier, c'était le courage. Il osait dire des choses difficiles. Lorsque nous avons fait les États généraux de l'agriculture il y a 4 ans, nous avions posé le diagnostic pourquoi la France régresse. Et quand l'année dernière, enfin, nous avons obtenu moins 10 points sur les cotisations sociales, c'est pour nous aligner sur les autres pays européens. On n'est pas dans le monde des bisounours. Le commerce, c'est le commerce. Tous les jours, les Français font leurs courses et tous les jours, ils cherchent, entre autres, des prix bas. Ils veulent de la qualité, du local, du bio, mais ils veulent aussi des prix compétitifs pour leur budget, tout simplement. Eh bien, cette réalité-là, on ne peut pas l'ignorer. Donc, il n'était pas dans le monde du rêve, il était dans le monde économique réel. Et c'est vrai que ça dérangeait parfois. Il venait de publier Notre agriculture en danger aux éditions Talendier. Et dans ce livre, il tirait la sonnette d'alarme. Ce chiffre nous avait beaucoup marqué. Il annonçait 20 000 fermes menacées de fermeture. Vous nous confirmez ce chiffre ? Le chiffre, peut-être pas à la virgule près, toujours est-il qu'il y a en ce moment énormément d'agriculteurs qui souffrent. Sur l'année 2015, 30% des agriculteurs gagnent moins de 400 € par mois. Donc on peut avoir des doux rêves, on peut espérer une belle et bonne agriculture. Je crois que la réalité, elle est tout autre. Les autres pays ont fait de l'agriculture un fer de lance. Nous sommes concurrencés sur tous nos flancs. D'autres pays, même en Europe, foncent et la France a stagné. Quand on stagne et qu'on n'avance plus, eh bien on est rattrapé, on est doublé. Donc il faut résoudre ce problème franco-français d'un certain nombre de charges et de normes qui pèsent trop sur l'agriculture, d'une sous-considération, d'un matraquage médiatique aussi dont souffre l'agriculture. Je rencontre toutes les semaines des agriculteurs extrêmement blessés, malheureux. Un jour c'est la pollution, un jour c'est la viande, un jour c'est les normes, un jour c'est ça n'arrête pas, des pétitions sans arrêt. Mais laissez les agriculteurs respirer de grâce. Xavier souffrait de ce harcèlement permanent contre l'agriculture, qui est quand même un métier noble. Les agriculteurs sont tous les jours au travail. Les éleveurs se lèvent tous les matins pour soigner leurs animaux. Les agriculteurs croient beaucoup en l'agriculture française. C'est un métier noble. Nous allons le voir au salon de l'agriculture et tout le monde a défilé pour nous le dire. Alors pourquoi tout au long de l'année autant de critiques à l'encontre de ce secteur ? Bien sûr, il y a des polémiques. Bien sûr, il y a des avis différents. Mais de grâce, respectons les agriculteurs pour ce qu'ils sont. Il portait une double casquette, vous y avez fait allusion il y a quelques instants, syndicaliste et patron, puisqu'il était aussi à la tête d'Avril, un groupe agroalimentaire qui détient notamment les marques Le Sieur et Matine. Il a été attaqué à cause de ça. Qu'avez-vous à répondre ?
Le groupe Sophie Protéol est méconnu. C'est pas Xavier qui a créé Sophie Protéol, c'est son prédécesseur, Jean-Claude Sabin, un paysan du Tarn, qui dans les années 70 a vu les Américains prendre plein pouvoir sur les protéines. C'est un grand sujet. Et donc il a collecté des centimes auprès de tous les producteurs français. Le groupe Sophie Protéol appartient aux agriculteurs français. Il n'est pas opéable, il appartient aux agriculteurs. Xavier en avait la présidence. Il n'était pas PDG, il était président. Et ce groupe-là a construit, faute de politique publique, une vraie organisation qui permet d'avoir de la plus-value. Vous savez, pourquoi a-t-il acheté Le Sieur, Puget, Matine? Parce que c'est à l'aval que se fait la valeur et qu'on peut ensuite donner de l'argent et des rémunérations aux producteurs. Quand on n'a pas ces marques-là, qu'elles appartiennent à d'autres, on voit bien toute la difficile bataille sur le prix du lait, sur le prix de la viande, quand d'autres groupes détiennent les marques. Donc, je crois que cette organisation de filière entre tous les acteurs, elle est, à mon sens, ce qui peut être une solution pour l'agriculture. C'est difficile à expliquer. Xavier réussissait cette synthèse parce qu'il le portait, parce qu'il l'incarnait. Un dernier mot, en quelques secondes s'il vous plaît. Le Salon de l'agriculture ouvre dans quelques jours. Son absence marque-t-elle une étape? Et comment abordez-vous ce Salon de l'agriculture? Oh, j'ai beaucoup de mal à envisager les semaines qui viennent sans Xavier Belin, tellement il était un capitaine énergisant et rassurant. Il avait 2 idées par jour. Il réfléchissait tout le temps. Il était très à l'écoute. Beaucoup de monde venait sur le stand pour le saluer, l'encourager, lui donner une tape sur l'épaule pour lui dire « Tiens bon, on est avec toi ». Parce qu'on n'est pas dupes, on savait qu'il y avait de la controverse, mais les gens avaient besoin de le côtoyer, de l'approcher. Donc ma priorité, c'est de lui rendre visite ce matin, d'aller lui dire au revoir et d'être en signal auprès de sa famille. Je ne connais pas sa maman, je ne l'ai jamais rencontrée, mais je pense beaucoup à elle aujourd'hui. Je pense à son épouse, à ses enfants. J'avais eu l'occasion de rencontrer sa petite sœur dans son département. Voilà, Xavier était avant tout un fils, un époux, un frère, un père. Et Xavier était d'abord tout cela. Et c'est vrai qu'il nous manque à nous beaucoup aussi. Des centaines de témoignages sur nos mails, sur nos téléphones portables depuis hier soir. Le monde agricole est abasourdi et la campagne tout entière pleure aujourd'hui. Une seule question, Christiane Lambert, avant de nous séparer. Êtes-vous candidate à sa succession? C'est pas d'actualité. Il y a des statuts dans notre organisation. Nous nous réunissons cet après-midi. Nous avons un bureau mercredi. Les choses se géreront en son temps. La priorité, c'est d'accompagner Xavier. Merci beaucoup, Christiane Lambert. Bonne journée. Lors du dernier salon de l'agriculture, Xavier Belin s'était discrètement esquivé. Parti faire une dialyse à l'hôpital, le président de la FNSEA souffrait d'une maladie congénitale qui attaquait ses reins. Le principal syndicat agricole perd ce dimanche son leader. Xavier, c'est quelqu'un qui était très proche du monde agricole, quoi que certains puissent en dire, qui avait des réels fondamentaux, qui était encore agriculteur de toute façon, et en priorité agriculteur, il aimait à le dire, il trayait encore tous les week-ends chez lui. Engagé à l'âge de 15 ans, ce céréalier éleveur laitier gravit les échelons et accède en 2010 à la plus haute fonction du puissant syndicat. Sa politique prônait la productivité agricole. Xavier Belin, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue à vous. Vous publiez un livre intitulé « Notre agriculture est en danger », un ouvrage sous forme de cri d'alerte dont nous allons parler en détail ce soir. Mais d'abord, une première question d'actualité. On parle beaucoup de la grippe en ce moment et de ce qui se passe, mais il y a également une épidémie de grippe aviaire qui touche les oies et les canards. Des mesures d'abattage préventif sont étendues, notamment dans le Gers, au grand désarroi d'ailleurs des éleveurs. Quelle est la situation exactement ? D'abord, c'est un nouveau coup dur parce qu'on a déjà eu cet épisode l'année dernière qui a fait beaucoup de dégâts, 4 mois sans élevage et donc des pertes économiques, mais aussi une certaine pression morale qui s'exerce à la fois sur les éleveurs et globalement sur tous les acteurs de la filière. Même chose cette année. Donc ça nous pose évidemment beaucoup de questions. On sait maintenant que ce virus, il est amené par des oiseaux migrateurs, par la faune sauvage. Ça veut dire qu'il faudra sans doute être beaucoup plus préventif à l'avenir pour anticiper ces épidémies. Elles ont touché d'ailleurs beaucoup de pays d'Europe. Ça a touché aussi un certain nombre de pays dans l'Asie du Sud-Est. Donc vraiment des sujets qui deviennent très sérieux et dont on voit bien d'ailleurs qu'il y a une certaine relation entre le réchauffement climatique et puis ces pathogènes, ces virus qui se développent maintenant. Donc c'est une nouvelle, au fond, c'est une nouvelle difficulté maintenant pour globalement le monde vivant, donc l'animal, le végétal, qu'il faudra prendre en compte.
Mais vous dites qu'il faut davantage l'anticiper. Il faut entendre là une critique. Les autorités n'ont pas pris suffisamment à bras-le-corps ce sujet. Ils ont publié une liste de 38 communes supplémentaires qui sont concernées par la chaque jour, il y a de nouvelles communes. Bon, le but, c'est évidemment d'essayer d'enrayer ce virus le plus vite possible. Donc, ça veut dire des périmètres, évidemment, avec des systèmes de protection. En 2016, la France a mis en place, avec d'ailleurs les professionnels, tout un dispositif de biosécurité pour faire en sorte que, justement, on ait les bons seuils d'alerte et les bonnes décisions à prendre. Certains critiquent aujourd'hui le fait qu'il puisse y avoir eu quelques jours de retard dans les décisions, mais on a la chance d'avoir vraiment en France un système de, comme on l'appelle, d'épidémiosurveillance, avec des services vétérinaires, avec des professionnels de la filière, notamment foie gras, qui sont très très à l'écoute et surtout beaucoup en veille sur ces sujets-là. Et plus largement, Xavier Belin, sur l'agriculture. Nous venons d'évoquer avec nos deux précédents invités les programmes de François Fillon et d'Emmanuel Macron, pour ne prendre que, par exemple. Est-ce que vous trouvez qu'ils parlent suffisamment? Vous allez me dire non, suffisamment, jamais assez. Mais est-ce que ce sujet reprenez les débats sur la campagne de la droite et du centre. On n'a pas parlé d'agriculture. Bon, donc c'est quand même un problème. 15% des emplois dans ce pays, 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires, enfin je vous donne quelques chiffres, 10-12 milliards à peu près d'excédent net commercial chaque année. C'est un énorme secteur qui en plus a ce mérite d'équilibrer au fond nos grandes métropoles avec des territoires ruraux. Bref, c'est un territoire, un secteur d'excellence. Je crois qu'il faut que là-dessus, la France s'exprime, les politiques s'expriment, qu'on reprenne d'abord un discours à Bruxelles, mais aussi en France, et qu'on assume ce qu'est l'agriculture. Moi, c'est ça mon cri de colère. On n'assume plus ce qu'est l'agriculture. Elle est très diverse. Certes, on a beaucoup de territoires, beaucoup de productions. On a à la fois des produits qui servent des circuits de proximité, des circuits courts comme on les appelle, mais on a aussi l'agriculture d'exportation. Soyons fiers de tout cela. Il n'y a plus de fierté aujourd'hui, il n'y a plus de discours, on n'assume plus. Mais vous-même, puisque vous êtes à la tête d'un syndicat, comment vous allez peser sur l'élection? Comment vous allez faire en sorte que les candidats en parlent? D'abord rencontrer les candidats, les sensibiliser, leur donner les arguments. Vous allez le faire, vous l'avez déjà fait? Oui, on a commencé bien entendu, avec ceux qui sont déclarés. Des propositions? On a des propositions très concrètes. Peut-être la nouveauté cette année, c'est que la FNSEA va sortir d'un discours peut-être un peu plus générique, un peu plus général, pour aller vraiment sur des sujets très concrets, sur la fiscalité, sur la gestion de l'eau, sur justement notre rapport à la compétitivité. On en parle beaucoup, c'est un sujet qui fait vraiment débat dans l'économie au sens général. Dans l'agriculture, c'est très prégnant. Pourquoi se fait-il que la France ait perdu 3 places sur le podium mondial? L'Allemagne est passée devant nous, les Pays-Bas sont passés devant nous en termes d'exportation. On régresse dans beaucoup de domaines. On a aujourd'hui des importations. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on parlait de grippe aviaire. La France importe 40% de sa consommation de poulet aujourd'hui. Pas de Thaïlande ou de Brésil, comme je l'entends régulièrement. Non. Des Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique. Est-ce qu'on est mauvais à ce point pour ne pas satisfaire notre... Ce sont des sujets de fond, mais Xavier Belin, vous avez l'expérience, vous connaissez les campagnes électorales. Trop bien, peut-être. Oui, alors les candidats vont dire, très bien, montrez-moi vos propositions, je signe, voilà. Oui. Et puis après, j'oublie. Non, c'est pas j'oublie parce que... Mais alors comment vous allez faire en sorte qu'ils respectent leurs promesses? Écoutez, d'abord, un engagement est un engagement. Bon, est-ce que derrière, on peut y mettre un certain nombre d'éléments chiffrés? Est-ce qu'on peut y mettre un certain nombre de points très précis sur lesquels, par la voie réglementaire ou par la voie législative, on va bouger? Et puis, je le redis, il faut que la France retrouve un discours positif sur son agriculture. Moi, je suis quand même assez effrayé de voir que régulièrement, je dirais pas tous les jours, mais presque, on a un reportage télévisé, on a un reportage radio, on a des médias, des réseaux sociaux qui ne parlent d'agriculture que sous un angle négatif. Alors oui, on a des choses encore à faire bouger. On est très mobilisé aujourd'hui sur les questions d'environnement, de bien-être animal, de souffrance animale. Tous ces sujets-là sont importants, mais en même temps, j'aimerais aussi que de temps en temps, on communique sur l'excellence française. Il faut avoir cette fierté-là. Et surtout, je le redis, parce que ce sont à la fois des impacts économiques et sociaux, bien sûr, mais ce sont aussi des choix de société, des choix d'alimentation, la culture et l'identité alimentaire, que nous partageons d'ailleurs avec un certain nombre de pays, je pense notamment africains et Afrique du Nord en particulier. On doit défendre ça. Moi, j'ai pas envie demain de consommer, ou que nos concitoyens consomment, comme monsieur tout le monde aux États-Unis ou ailleurs. On a nos spécificités, essayons de les cultiver. Vous en parlez, les médias en parlent, vous critiquez cette manière d'en parler, mais les candidats, est-ce qu'il y a en ce moment, même s'ils en parlent peu, un profil idéal d'un candidat qui serait, non mais sans vous faire dire un mot, mais peut-être qu'il y en a quand même un, qui serait plus proche du monde agricole? Bruno Le Maire, vous auriez pu me dire cela s'il était encore dans la course. Aujourd'hui, il a rejoint, si je puis dire, l'écurie François Fillon, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui un candidat dont vous sentez il y a une particularité dans l'agriculture qui peut être perçue par certains comme une forme de paradoxe, c'est qu'on a à la fois sans doute besoin de libéraliser au fond, en tout cas de redonner des initiatives à la fois aux agriculteurs, mais globalement aux acteurs de la filière. On croule sous tout un tas de normes, de réglementations qui contraignent vraiment le travail. Je sens que vous n'allez pas répondre à ma question. Si, je vais y venir.
Et de l'autre, on a besoin aussi d'un État stratège et d'un État qui encadre aussi, notamment parce qu'on travaille avec du vivant, parce que l'alimentation, c'est évidemment aussi un pouvoir régalien, en quelque sorte. Donc, regardons ce que sont les programmes aujourd'hui. Quand je regarde à la fois ceux qui sont déjà un peu plus avancés, le candidat Fillon, le candidat Macron, par exemple, je vois bien que l'un et l'autre sont tentés à la fois par un peu plus de libéralisme, un peu plus d'initiative laissée aux acteurs économiques en particulier. Il faut aussi que derrière, nous le rappelions, qu'il y a des font quand même une responsabilité particulière du rôle de l'État. J'entends moins quand même ce discours-là aujourd'hui. Donc aucun des candidats n'a un programme qui marche sur les deux pieds. Il faut vraiment affiner. Oui, ce sont véritablement deux pieds. Et encore une fois, il ne faut pas les opposer. Je crois qu'on a besoin de ça. Quand je regarde les grands pays, États-Unis, Chine aujourd'hui, qui soutiennent massivement leur agriculture, c'est bien parce qu'ils ont perçu qu'il y a derrière un enjeu stratégique. Dans votre livre, Xavier Belin, vous parlez de Jacques Chirac, qui a toujours été perçu comme proche des agriculteurs, par les Français d'ailleurs. Il a souvent rappelé, on a souvent plutôt rappelé le succès qu'il avait, qu'il a toujours quand il y allait il y a quelques années au Salon de l'agriculture. Pourtant, vous écrivez que c'est sous sa présidence que l'agriculture a commencé à décrocher. Oui, alors j'ai beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour l'homme, mais je dis simplement que dans les grands marathons à Bruxelles qui se tenaient à Bruxelles, qui se tiennent toujours à Bruxelles, on a souvent eu des visions court terme. Et j'ai regretté, et j'aurais continué à regretter, que la personnalité, le charisme de Jacques Chirac, à un moment où justement la France aurait plutôt pu impulser finalement à la fois une nouvelle PAC, mais surtout une politique agricole qui soit identitaire au sens du citoyen, du consommateur, du producteur européen. Au contraire, on s'est plutôt focalisé sur du court terme et du coup, on a perdu cette capacité à redonner ces impulsions. Donc oui, j'ai aimé une critique. C'est une critique à la fois, positive, mais il est peut-être pas trop tard d'ailleurs aujourd'hui. Mais compte tenu de l'avantage qu'il avait, justement, il aurait pu aller plus loin. C'était ça, en fait. Et alors, oui, on a eu des marathons sur le budget agricole, on a eu des marathons sur certains points de très court terme. Je pense notamment aux quotas laitiers, je pense à ce type de dossier. Je regrette pour ma part qu'on n'ait pas levé peut-être un peu le nez et qu'on ne se soit pas dit, voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, voilà nos ambitions, voilà nos objectifs, voilà comment nous pouvons travailler. Il aurait pu, par exemple, penser à créer un statut pour un agriculteur. C'est assez incroyable, d'ailleurs, quand on se penche sur la question. Un artisan, un commerçant a un statut, mais pas un agriculteur. Non, et je le réclame à haute voix depuis plusieurs années. C'est l'une des propositions que vous allez soumettre. Oui, parce que nous l'avions fait au moment de la loi d'avenir de Stéphane Le Foll. Elle a été recalée, en quelque sorte, retoquée. Bon, je crois qu'il faut maintenant y revenir. Non pas, comme je l'ai souvent entendu, pour protéger l'agriculteur, le gros agriculteur, non. D'abord pour protéger les plus faibles. Vous savez qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans l'agriculture. On a malheureusement aussi, et il faut en parler, des suicides quasiment quotidiens. Le mal-être du monde rural, bien sûr. Exactement. Donc, il faut protéger. Aujourd'hui, malheureusement, quand un agriculteur dépose son bilan, quand ça va jusqu'à une liquidation, tout y passe, y compris les biens personnels. C'est un sujet dont on parle de plus en plus, mais pas assez. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que ça se passe un peu loin des villes, loin des grandes villes, que je crois qu'il y a aussi beaucoup de résilience, il y a beaucoup de fierté chez les paysans. Et on s'aperçoit que malheureusement, quand la situation devient quasiment sans réponse, en tout cas sans réponse au sens agricole du terme, il est souvent trop tard pour pouvoir intervenir. Donc c'est aussi le travail que nous menons notamment à la FNSEA pour tout simplement aller visiter nos voisins. Il y a une tendance aussi au repli sur soi. Il faut que les gens s'expriment, il faut qu'ils aient des interlocuteurs. Ça fait partie aussi de nos missions syndicales. Il n'y a pas de réponse d'ailleurs sur le modèle d'exploitation. Il n'y a pas de modèle idéal. On a beaucoup parlé à un moment. D'ailleurs. Oui, mais ça pose quand même des questions pour les agriculteurs. À un moment, on a parlé des exploitations comme la ferme des 1000 vaches. Il y a aussi l'autre exploitation, la ferme des 1000 veaux. Ça n'a rien à voir, c'est très différent dans la Creuse. Non. Mais il n'y a pas de modèle idéal, il n'y a pas d'équilibre idéal. Non, d'abord parce qu'on confond souvent la taille de l'exploitation et la mise en œuvre, ou en tout cas le modèle économique. Quand vous avez 40 éleveurs dans la Creuse qui se rassemblent pour justement créer un atelier d'engraissement d'animaux et de transformation derrière, on trouve ça complètement... alors, on va qualifier l'élevage d'industriel, on va trouver ça hors identité, hors culture à la française. Non, il ne faut pas confondre tout ça. À la base, on a toujours 40 agriculteurs qui défendent leur métier, qui veulent en vivre, et les règles économiques sont imparables. Aujourd'hui, quand vous vous confrontez avec des pays, ne serait-ce que notre proximité européenne, enfin, vraiment, il y a de quoi se poser des questions quand vous avez 5, 6, 7% d'écart de compétitivité par rapport à ces pays-là. Donc réveillons-nous, c'est ça que j'ai envie de dire aussi aujourd'hui. C'est un cri d'alerte dans votre livre. J'allais vous poser une question, Xavier Belin, mais je crois que je ne vais pas vous la poser parce que je crois que j'ai la réponse. J'allais vous demander si vous y étiez candidat à votre 3e mandat, mais en vous écoutant depuis tout à l'heure, ça me paraît évident.
J'en sais rien parce que j'ai annoncé ma réponse pour le 25 janvier. Oui, donc, quand on dit ça, c'est qu'on la connaît. Non, parce que je souhaite en discuter et on a une séance de travail à huis clos avec mes collègues du bureau de la FNSEA aujourd'hui. Et je crois que ce sera une décision collégiale parce que d'abord, c'est un job vraiment exigeant. Il y a un coup de feu tous les jours dans l'agriculture. Quand il n'y en a qu'un, tout va bien d'ailleurs. C'est un métier très exigeant. J'ai fait 52 départements, 52 visites de terrain en 2016, en tout cas entre le mois de mai et le mois de novembre-décembre. Ça demande beaucoup d'énergie, il faut être très présent, il faut aussi être à l'écoute. Et puis il faut défendre un modèle agricole et alimentaire très diversifié. Très exposé. Parlons des attaques, c'est des critiques dont vous faites l'objet. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. Certains vous reprochent, et c'est depuis le début, moi je vous reçois depuis un certain temps, et vous reprochent de ne pas ressembler à celles et ceux que vous défendez, c'est-à-dire des paysans notamment sur leur train de vie. Mais vous n'avez pas le même train de vie. Vous êtes également patron par ailleurs. Ça vous fait sourire légèrement? Oui, parce que j'ai l'impression que ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est quoi? C'est de savoir si demain, on a des perspectives, on a une stratégie pour le monde agricole, pour l'agriculture, vous entendez cette critique? Parce que vous n'avez pas le même quotidien des agriculteurs, vous ne pouvez pas les représenter. Écoutez, est-ce qu'on peut enfin comprendre et admettre qu'un grain de blé, qu'une graine de tournesol, qu'une graine de colza, ça ne vaut rien aujourd'hui si ça n'est pas transformé? Le génie qu'ont eu mes prédécesseurs il y a 30 ans, c'est de comprendre qu'il fallait investir dans des outils de transformation. Alors on peut les qualifier d'industriels, mais peu importe, parce que c'est à la maille aussi de la production, pour justement amener de la valeur ajoutée, créer véritablement les conditions de rendre ces productions compétitives par rapport à un soja américain qui nous inondait jusque dans les années 80, et dont on a fait aujourd'hui plutôt une commodité qui va équilibrer notre bilan. Mais nous sommes maintenant devenus des grands producteurs de protéines en France, nous les paysans. Vous êtes un agriculteur, mais je les représente. Oui. Mais bien sûr, je suis un paysan. Enfin, venez avec moi le week-end, venez avec moi, je suis un paysan. Pourquoi ces critiques persistent? Mais parce qu'on admet mal aujourd'hui qu'un mec qui n'a même pas son certificat d'études puisse présider un syndicat agricole, puisse présider un groupe agroalimentaire, et que ça paraît contre nature. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la manière dont nous vivons justement ce métier, comment nous allons le transmettre demain à nos enfants, quelle valeur ajoutée nous allons en tirer, comment nos territoires seront encore vivants et dynamiques demain. C'est ça qui me motive. Et je le fais au nom d'abord des agriculteurs, mais aussi, disons-le, au nom de la filière, parce que sans filière aujourd'hui, il n'y a plus de paysans demain. Et ne croyons pas que ce qui est petit est bon et beau, et ce qui est un peu plus important, ou en tout cas à la maille, mais bien sûr. Mais est-ce qu'on peut être syndicaliste? Vous l'êtes, vous représentez un syndicat, et patron, oui, vous le dites, on peut. Mais un paysan, c'est un patron de TPE, voire de PME. Moi, j'ai beaucoup de collègues autour de moi. Alors, il faut faire évoluer les mentalités mais vous savez, j'ai l'impression que dans nos têtes, parce qu'on a eu un grand-père, un grand-oncle dans l'agriculture, qui travaillait d'une certaine manière. Enfin, quand je vois l'innovation dans l'agriculture aujourd'hui, c'est fabuleux. On a aujourd'hui plusieurs centaines, je pèse mes mots, plusieurs centaines de start-up qui travaillent tous les jours pour l'agriculture. On parle beaucoup des drones, ça c'est, j'allais dire, l'objet un peu symbolique, mais derrière ça, ce sont des innovations fantastiques qui vont nous permettre demain d'être performants économiquement, de répondre justement aux enjeux climatiques, d'être beaucoup plus économes en énergie et en intrants dans l'agriculture. Enfin, il y a des perspectives fantastiques. Il y a ces perspectives, il y a aussi les inquiétudes que vous traduisez dans ce livre. C'est vraiment un cri d'alerte, un cri d'alarme. Notre agriculture est en danger. Xavier Belin, merci encore d'avoir été notre invité. On arrive presque à la fin de cette émission.